Chers amis, je suis heureuse de vous retrouver comme après chaque session plénière pour un compte-rendu des faits les plus marquants de cette session du mois de novembre 2013. À la fin des négociations budgétaires entre le Parlement européen et les États membres, cette session plénière fut l'occasion d'adopter de nombreux programmes financiers de l'Union européenne. Nous avons en effet adopté le cadre financier pluriannuel de l'Union européenne qui fixe les orientations budgétaires de l'Union européenne pour les 7 prochaines années. Les négociations budgétaires ont été particulièrement longues et difficiles avec le Conseil. Le Parlement a réussi à obtenir quelques améliorations comme la possibilité de réviser cet accord en 2016 ou encore d'augmenter la flexibilité du budget en déplaçant des fonds non utilisés d'une année sur l'autre et d'un programme financier vers un autre. Toutefois, les négociateurs du Parlement européen n'ont pas réussi à obtenir davantage de crédits de la part du Conseil. Le cadre financier pluriannuel que le Parlement européen a adopté est bel et bien un budget d'austérité qui illustre très clairement le manque d'ambition des États membres pour l'Union européenne. Je n'ai pas voté pour ce budget car je considère que l'Union européenne ne doit pas être prisonnière de l'égoïsme et de lâcheté des États membres. Les États membres ont en effet imposé une série de baisses drastiques à l'ensemble du budget européen, alors que, je le rappelle, le budget européen, lui, est à l'équilibre et sans dette. À l'heure où tout le monde reconnaît qu'il faut renforcer les efforts en faveur de la croissance, de l'emploi et de la compétitivité, et que le budget européen est l'un des meilleurs moyens d'y parvenir, ce budget diminue. Je rappelle également que ce budget ne représente que 1% du PIB des États membres et qu'il est dédié à l'investissement dans notre économie pour près de 95%. Sans un budget européen fort, toutes les politiques de l'Union européenne ne pourront pas porter fruit. Quand on soutient l'intégration européenne, on ne peut soutenir le compromis qui a été trouvé sur ce budget pour les 7 prochaines années. L'avenir de l'Europe passe par des ressources propres qui pourraient par exemple être financées par des taxes sur les transactions financières, tous ces flux financiers qui nous échappent. Et il y en a bien d'autres. Bien sûr, les États membres doivent faire des efforts d'assainissement de leurs comptes publics, mais face au manque de vision et d'ambition du budget proposé, je me suis abstenue sur le vote final qui, pour moi, est un vote anti-européen. Autre sujet important survenu au cours de cette session, le vote de la nouvelle politique agricole commune, donc la PAC. Cette nouvelle PAC permettra aux agriculteurs d'être mieux armés pour faire face aux défis de la mondialisation du commerce des denrées alimentaires. Elle permettra également de verdir les exploitations agricoles en conditionnant les aides à la mise en place de certaines pratiques agricoles durables. Tous les paiements continueront donc à être subordonnés au respect de certaines règles environnementales et sanitaires. C'est ce qu'on appelle l'éco-conditionnalité. Des aides sont également prévues pour accompagner les jeunes agriculteurs qui débutent dans la profession afin d'assurer le renouvellement de ces générations. La réforme de la PAC prévoit également la fin des quotas laitiers en 2015, la fin du régime des quotas applicables au sucre le 30 septembre 2017. Enfin, en ce qui concerne le secteur vinicole, la réforme confirme un nouveau système d'autorisation pour les nouvelles plantations à compter de 2016 et ce jusqu'en 2030. Vous le savez, je me suis battue à côté des viticulteurs alsaciens pour le maintien des droits de plantation et je suis très satisfaite que cette disposition soit confirmée par la réforme de la PAC. Et je vous assure que ce n'était pas gagné. J'ai pris position à de nombreuses reprises en faveur d'une production viticole française et européenne de qualité, émanant de domaines familiaux où le savoir-faire se transmet de génération en génération. Je considère que nous ne devons pas sacrifier notre savoir-faire sur l'autel du libre-échange et du libéralisme économique. Le Parlement européen a également discuté d'un rapport sur le siège des institutions de l'Union européenne. Ce rapport a été rédigé sous l'influence de nombreux lobbies anti-Strasbourg qui sont de plus en plus visibles au Parlement européen. Alors que le siège unique du Parlement européen est Strasbourg, comme cela est très clairement indiqué dans les traités, les auteurs de ce rapport souhaitent, sans toutefois le mentionner explicitement bien sûr, que tout le Parlement européen déménage définitivement à Bruxelles. J'ai bien entendu voter contre un tel rapport qui ne tient pas compte du symbole
que représente Strasbourg pour la construction européenne. J'avais d'ailleurs déposé de nombreux amendements avec mes collègues français dans le but de faire valoir un arrêt de la Cour de justice qui énonce que le seul siège du Parlement est à Strasbourg et que toutes les attaques contre le siège sont infondées. Nous devons réfléchir ensemble, au-delà des divergences politiques, ce que nous faisons d'ailleurs pour garder le siège du Parlement à Strasbourg. Enfin, je tiens bien sûr à vous rassurer pour le moment, ce rapport est un simple rapport d'initiative et après ce vote, le Parlement européen restera bien à Strasbourg. Bref, pour finir, je souhaiterais quand même mentionner la remise du prix Sakharov à la jeune Pakistanaise Malala Yousafzai qui a seulement 16 ans. La remise de ce prix est un beau symbole car il a eu lieu mercredi le 20 novembre, donc hier, journée mondiale des droits de l'enfant. Malala se bat pour que les enfants, et notamment les jeunes filles, puissent continuer à aller à l'école. Malala s'est faite connaître pour ses courageuses prises de position en faveur des droits de la femme dans la vallée du Swat au Pakistan, où le régime taliban a interdit aux filles d'aller à l'école. Elle a mis sa vie en jeu pour défendre la cause des filles et des femmes. Son exemple nous rappelle notre devoir et notre responsabilité de garantir aux enfants le droit à l'éducation. Il s'agit là du meilleur investissement que nous puissions faire pour l'avenir. Voilà, chers amis, pour certains grands thèmes que nous avons abordés au cours de cette deuxième session plénière de novembre 2013. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à mon travail parlementaire et vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.